L'introduction qui a été faite par l'oratrice qui m'a précédé, j'avais précisément l'intention de vous présenter ces différentes catégories. Donc évidemment, je ne vais pas répéter ce qui a été déjà dit. Simplement, effectivement, je pense qu'il est intéressant que vous ayez en tête les différentes définitions, les différentes catégories juridiques. Alors on me dit souvent, mais de toute façon, toi tu ramènes tout au droit. Oui, mais enfin, il se trouve que c'est quand même un petit peu mon métier. Et l'intérêt quand même de présenter les choses de façon juridique, c'est qu'on sait à quoi s'attendre. Ça permet de clarifier les choses et de déterminer les règles qui sont applicables aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Donc c'est du droit, bien sûr. Donc nous ferons un petit peu de droit, mais c'est quand même du droit appliqué à des situations. Et donc, en tant que juriste, nous sommes un petit peu obligés de passer par ces définitions. Alors il y a une première définition qui est toute simple, c'est l'étranger. L'étranger, c'est celui qui n'a pas la nationalité française. Ça, c'est quand même assez simple. La distinction qui vous a été évoquée, alors c'est pour nous une distinction assez fondamentale, c'est la distinction entre les personnes qui sont en situation régulière et celles qui sont en situation irrégulière. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est sans doute plus les personnes qui sont en situation régulière, donc je vous renvoie à un exposé précédent, mais nous évoquerons d'autres situations, mais nous parlerons aussi quand même un peu des personnes qui sont déjà sur le territoire français, qui sont en situation irrégulière et qui peuvent éventuellement obtenir ce qu'on appelle une régularisation. Donc ils sont en situation irrégulière, mais ils peuvent passer en situation régulière. Je vous expliquerai tout ceci. Je pense qu'il faut avoir en tête aussi l'idée suivante. Ça, vous le supposez, vous le devinez, mais c'est peut-être pour clarifier là encore les choses, parce que je me rends compte qu'on peut faire face à une idée qui est assez répandue. L'idée répandue qui serait que finalement on ne tient compte que de la situation de la personne qui est déjà là sur le territoire. Or, il se trouve que nous avons des règles, et ces règles, elles prévoient que pour entrer sur le territoire français, il faut une autorisation, et pour séjourner sur le territoire français, il faut aussi une autorisation. Ce qui veut dire que l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire français sont soumis à des conditions. Il n'existe aucun droit d'entrée inconditionnel, ni aucun droit au séjour inconditionnel. Donc, la question que l'on se pose, c'est est-ce que la personne a le droit d'entrer? Quelles conditions? Est-ce que la personne a le droit de séjourner? Quelles conditions? Ça a été rappelé par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas de droit inconditionnel à l'entrée, ni au séjour. Donc, il y a des règles. Et c'est évidemment ce que nous allons essayer de voir ensemble. Alors, je vais faire la première distinction, donc les personnes en situation irrégulière et les personnes en situation régulière. Donc, je vais commencer par vous parler des personnes qui sont en situation régulière sur le territoire français. Alors, situation régulière, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire donc être autorisé, alors déjà être autorisé à entrer et ensuite être autorisé à séjourner. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas rentrer comme ça sans autorisation, sauf qu'il y a une exception, c'est pour les personnes qui demandent l'asile. Donc là, c'est une situation un petit peu différente. Le demandeur d'asile, la personne qui fait une demande d'asile, n'a pas à justifier d'une autorisation d'entrée. Qu'est-ce que c'est que l'autorisation d'entrée? C'est le visa, un visa qui est délivré par les autorités consulaires. Mais si vous voulez, le schéma, il est le suivant, c'est que pour entrer, il faut une autorisation, c'est-à-dire un visa, et pour séjourner, il faut un titre de séjour, je vais détailler, pour être considéré comme en situation régulière sur le territoire français. Alors, visa nécessaire, vous avez plusieurs catégories de visas. Pour entrer, vous avez le visa qui est assez répandu, c'est le visa touristique, mais qui ne donne pas droit, j'allais dire, à grand-chose, puisque c'est un visa touristique, par définition. Donc c'est 3 mois, et à l'issue des 3 mois, la personne bascule, si elle reste sur le territoire français, bascule en situation irrégulière. Parce que souvent on me pose la question, les gens me disent, ah oui, mais je vais venir avec un visa touristique, et puis après je verrai. Non. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Le visa touristique, il est délivré pour une période limitée, donc droit d'entrée, séjour de 3 mois, et à l'issue, il faut regagner le pays de nationalité. Sinon, la règle essentielle, c'est que pour avoir un titre de séjour, pour être autorisé à séjourner, il faut un visa qui correspond à la situation. Et exemple, donc si vous êtes étudiant, si vous voulez séjourner en tant qu'étudiant, il vous faut un visa long séjour, donc un visa de plus de 3 mois, un visa long séjour étudiant,
qui donne droit, accès ensuite à un titre de séjour étudiant. Si vous êtes conjoint de Français, donc un étranger marié à une personne de nationalité française, visa long séjour d'une durée d'1 an, supérieure à 3 mois, et ensuite titre de séjour correspondant. Donc je mets encore une fois de côté les personnes qui demandent de l'asile. Donc c'est les personnes qui ont obtenu ce visa, long séjour, ou ce titre de séjour, qui correspond à leur situation, bénéficient de l'autorisation de travailler. Donc les personnes qui sont en situation régulière sur le territoire français, parce qu'elles détiennent un titre de séjour, soit parce qu'elles ont obtenu l'asile, alors là je ne parle plus seulement des demandeurs d'asile, mais des personnes qui ont obtenu une réponse favorable de la part de l'État français ou de la Cour nationale du droit d'asile. Donc les personnes qui ont un titre de séjour sont considérées comme en situation régulière et par conséquent autorisées à travailler. Donc autorisées à travailler, donc, je pense que tout le monde comprend la signification de ceci. Donc, autorisé à travailler, et donc ça ne pose pas de problème, si ce n'est quelques vérifications à faire de la part de l'employeur, dont je vais bien sûr vous parler. Alors, ça concerne l'essentiel, la plupart des titres de séjour, mais pas tous. Vous pouvez avoir des catégories de titres de séjour. Enfin, là, il faudrait peut-être faire encore une distinction, des titres de séjour qui sont un petit peu plus provisoires. Par exemple, une autorisation provisoire de séjour, donc là en général c'est 6 mois, autorisation provisoire de séjour, il faut faire attention parce que vous êtes en situation régulière, mais vous n'êtes pas forcément autorisé à travailler. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, en général, titre de séjour autorise à travailler, mais une autorisation provisoire de séjour, par exemple, n'autorise pas toujours à travailler, donc ça, il faut le vérifier, parce que c'est indiqué sur le document. Donc s'il y a marqué autorisation provisoire de séjour, en général, on mentionne autorise à travailler ou n'autorise pas à travailler. C'est l'exemple de parents d'enfants malades, donc des demandes qui ont été faites en raison des soins médicaux nécessaires pour l'enfant. Donc les parents bénéficient d'une autorisation provisoire de séjour, mais qui ne donnent pas forcément l'autorisation de travail. Donc lorsque la personne est en situation régulière, avec un titre de séjour, et que vous souhaitez l'embaucher, la recruter, il y a quand même une vérification à faire, qui est indispensable. C'est, alors, j'aurais peut-être dû commencer par là, et vous m'en voudrez pas. La première vérification à faire, c'est par rapport à la nationalité, puisqu'il y a quand même une distinction à opérer entre les ressortissants étrangers, entre ceux qui sont issus d'un pays de l'Union européenne et les autres. Donc il y a un régime particulier pour les ressortissants de l'Union européenne, qui est beaucoup plus simple. Et je vous le décris rapidement. En ressortissant de l'Union européenne, donc là, il y a un droit au séjour qui, pour le coup, est inconditionnel pour une durée de 3 mois. Et surtout, la personne est autorisée à travailler. Donc elle arrive sur le territoire français, elle a 3 mois pour chercher du travail. Si elle trouve du travail, elle peut être recrutée. Pas besoin de demander une autorisation de travail, pas besoin de demander une autorisation spécifique. Simplement, la seule chose à vérifier, c'est que la personne est bien ressortissante d'un État de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, le fait de passer la frontière d'un État intérieur de l'espace de l'Union européenne l'autorise, elle est autorisée à travailler. Et si elle travaille, elle est considérée comme étant en situation régulière, sans qu'il ne lui soit nécessaire d'ailleurs de faire une démarche en préfecture pour obtenir un titre de séjour. Alors, elle peut le faire, mais elle n'est pas obligée de le faire. À partir du moment où c'est 1, ressortissant d'un État de l'Union européenne, et 2, elle travaille, avec un contrat de travail, pas forcément d'ailleurs un temps complet, elle est considérée comme une situation régulière sur le territoire français, au-delà des 3 mois. Puisque 3 mois, il n'y a pas de conditions particulières, mais après les 3 mois, par contre, il y a des conditions, et les conditions, c'est de travailler, ou alors de bénéficier de ressources suffisantes. Donc, voilà, je mets à part ce public de ressortissants d'un État de l'Union européenne, mais en général, la plupart du temps, pour les titres de séjour, mais vous l'avez compris, pour ceux qui disposent d'un titre de séjour, le titre de séjour, en quelque sorte, vaut autorisation de travail. Mais ce que vous avez à faire comme vérification, c'est donc la nationalité, donc voir quelle est la nationalité, puisque comme on l'a vu, le régime est un petit peu différent en fonction de la nationalité, si c'est un ressortissant de l'État Union européenne ou non. Donc là, une vérification qui s'impose, et ça vous pouvez le faire assez rapidement, d'ailleurs c'est même
Enfin, quand je dis vous pouvez, c'est une obligation, vérifier auprès de la préfecture la validité du titre de séjour. Parce que bon, évidemment, vous n'êtes pas une autorité chargée de la répression, et donc il faut s'adresser à la préfecture avant l'embauche, et vous avez un délai qui est très rapide, puisque la préfecture doit répondre dans un délai de 2 jours pour dire oui, c'est bon, le titre de séjour est valable, et donc la personne peut valablement être considérée comme étant en situation régulière sur le territoire français. Il n'y a pas de difficulté particulière. Donc 2 jours avant la date d'embauche, vous envoyez un mail au préfet en disant voilà, je veux recruter, je joins une copie de la carte de séjour, et si la préfecture ne répond pas dans un délai de 2 jours, ça vaut acceptation. Ça veut dire que la préfecture est censée avoir vérifié la validité du titre de séjour. Alors c'est une disposition qui est assez importante parce que vous le devinez et vous le savez sans doute, mais le fait d'embaucher une personne dont le titre de séjour ne serait pas valable, et donc un faux titre de séjour, par exemple, ce serait bien sûr clairement une infraction, puisque vous ne pouvez recruter qu'une personne qui est en situation régulière sur le territoire français. Et donc le fait de faire cette vérification, elle est obligatoire, mais elle permet ensuite, si éventuellement vous étiez, j'allais dire, interrogé ou interpellé à ce sujet, elle permettrait, en cas de difficulté, de justifier de votre bonne foi. Donc c'est une démarche qui est particulièrement importante et qui figure expressément au Code du travail. Les titres de séjour valent autorisation de travail, mais ça n'est pas toujours le cas, et l'hypothèse où vous allez être dans l'obligation, alors pas seulement de vérifier le titre de séjour, mais l'obligation de faire une demande d'autorisation de travail, c'est l'hypothèse suivante. Alors c'est une hypothèse qu'on appelle, à mon avis, improprement, mais je vous donne la terminologie, c'est ce qu'on appelle le changement de statut. Il faudrait plutôt parler de changement de catégorie. Les juristes aiment bien les catégories, donc nous changeons de catégorie. Donc, exemple, une personne qui a un titre de séjour étudiant et qui veut travailler. Donc là, si elle travaille, elle ne sera plus étudiante, donc ça sera recruté par un contrat de travail, et donc là, il faudra faire, la personne est en situation régulière, mais le titre de séjour étudiant ne l'autorise pas à travailler, en tout cas dans l'entreprise où elle doit être recrutée. Et donc là, il faut faire une demande d'autorisation de travail. Donc dans cette hypothèse-là, vous avez en tant qu'employeur l'obligation de faire une demande d'autorisation de travail. Alors, autre hypothèse, qui est un petit peu, mais enfin, écoutez, j'ai un exemple récent, une personne qui a un titre de séjour en tant que conjoint de français, et malheureusement, le conjoint de français, bon, il y a un mariage avec un Français, une Française, et rupture de la vie commune. Donc là, il n'est pas question de demander un renouvellement du titre de séjour en tant que conjoint de français, puisque ça ne se passe pas très bien, on s'oriente vers un divorce. Donc là, il faut changer de catégorie juridique, et donc la catégorie, ça va être carte de séjour salarié, mais donc, si on change de catégorie, alors même que j'ai déjà un titre de séjour qui m'autorise à travailler, c'est là où peut-être, à mon avis, il pourrait y avoir une simplification. Bon. Mais pour l'instant, du point de vue légal, vous avez l'obligation, si on bascule, si on change de catégorie juridique, vous avez l'obligation de faire une demande d'autorisation de travail, puisqu'on change de catégorie juridique et on va passer à la catégorie carte de séjour salarié. Et donc, alors, autorisation de travail, c'est pas forcément très compliqué, la demande d'autorisation de travail, mais là, vous voyez, c'est un petit peu artificiel, puisque la personne, on va prendre l'hypothèse, elle a déjà un titre de séjour, conjoint français, et elle travaille en plus déjà. Donc, on demande une autorisation de travail alors qu'elle travaille déjà. Bon, en tout cas, c'est ce qui a été fait, l'autorisation de travail a été accordée, et donc la personne se verra délivrer une carte de séjour salarié, donc changement de catégorie de statut. La demande d'autorisation de travail, elle n'est pas forcément très compliquée. Alors, j'ouvre une parenthèse, mais je la referme assez vite. Elle se pose, la question d'autorisation de travail, elle se pose aussi, évidemment, dans le cas qui ne nous intéresse pas forcément, mais j'en parle quand même, dans le cas où vous recrutez une personne qui n'est pas encore sur le territoire français. Donc ça peut arriver, nous avons été confrontés à cette situation, donc là ça peut arriver, une personne qui répond à une offre mais qui se trouve à l'étranger, donc là il y a une procédure à respecter, c'est demande d'autorisation de travail,
même si la personne n'est pas sur le territoire français, et deux, une fois qu'elle a l'autorisation de travail, visa. Visa salarié pour avoir une carte de séjour salarié. Donc là, je reviens à mon hypothèse de changement de statut, qui est sans doute l'hypothèse la plus fréquente. Donc emploi, les critères qui sont évidemment requis pour obtenir cette autorisation de travail. Il ne suffit pas de dire, le système est quand même pas très souple, il faut bien le dire. Il ne suffit pas de dire que vous souhaitez recruter. Il faut soit, alors vous avez les deux hypothèses, soit que l'emploi figure sur une liste des métiers en tension, soit, donc je dis bien soit, c'est soit l'un soit l'autre, soit une offre d'emploi publiée et pour laquelle il n'y a pas eu de réponse sur une durée de 2-3 semaines, ce qui n'est pas considérable. Ça veut dire qu'il faut présenter à l'appui de la demande d'autorisation de travail l'offre d'emploi. Quelle offre d'emploi? Enfin, là, vous retrouvez assez facilement la liste des pièces nécessaires. Ça se fait bien sûr par une plateforme numérique dédiée. Et donc, vous justifiez d'une offre d'emploi à laquelle il n'a pas été donné de réponse positive au bout de 2-3 semaines. Ou l'autre cas, c'est liste des métiers en tension. Donc là, il faut vérifier que le poste de travail correspond à cette liste des métiers en tension. Et vous savez qu'en ce moment, il y a une discussion et les intentions du gouvernement, c'est de modifier cette liste des métiers en tension. Il y a des listes par région. Donc on a une liste qui est définie par un arrêté pour différentes régions. Et il faut bien reconnaître que cette liste mériterait d'être actualisée. Pour l'instant, enfin, sauf erreur de ma part, j'ai surveillé ça il y a quelques jours, elle n'est pas encore actualisée, mais il est largement question d'actualiser cette liste des métiers en tension. Et donc là, si c'est liste des métiers en tension, il n'y a pas besoin, lorsque vous faites la demande d'autorisation de travail, de justifier de ce que vous avez passé vous avez publié une offre d'emploi. C'est soit l'un, soit l'autre. Je ne développe pas des particularités concernant les ressortissants algériens, tunisiens. Bon, c'est un régime un peu particulier qui n'est pas forcément qui n'est pas le régime général. Donc là, il faut se reporter à des dispositions qui, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas forcément plus favorables. Et dans la demande d'autorisation de travail, vous avez non seulement ces critères qui sont liés à l'offre, mais au poste de travail, mais vous avez aussi les critères liés à l'entreprise elle-même, l'employeur. Donc vous vous en doutez un peu, mais il faut justifier que vous êtes parfaitement en règle, et notamment, alors ça c'est nouveau parce que la liste des pièces nécessaires a été modifiée récemment par un texte du 3 janvier 2025, vous voyez, c'est tout récent, et donc il faut notamment justifier du fait que vous êtes à jour de vos cotisations SAF. Voilà. Donc, il faut un document justifiant de ce qu'on est bien à jour des cotisations. Vous avez les critères de rémunération. Évidemment, il faut respecter la législation concernant le droit du travail. Et alors, autre précision aussi, puisque là je parle du respect par l'employeur de ses obligations. Donc ça paraît aller de soi. C'est une difficulté lorsque la personne a déjà obtenu une autorisation de travail et a obtenu une carte de séjour salarié. Alors, ça ne sera pas une carte de séjour salarié pour 4 ans, ça sera en général, la première fois c'est 1 an. Donc après, la question va se poser du renouvellement. Et là, c'est là où le système n'est pas très souple, parce que, alors, première hypothèse, la personne change de poste de travail, change de contrat de travail. S'il y a un changement, la carte de séjour salarié qui a été délivrée, elle ne vaut que pour un poste de travail. Elle ne vaut pas pour un autre poste éventuel. Donc ça veut dire qu'il faudra recommencer et donc refaire une nouvelle demande d'autorisation de travail, s'il y a un changement de contrat de travail. Et d'autre part, en cas de renouvellement, si c'est le même poste de travail, il faudra être sûr que sur le plan du droit du travail, tout va bien, qu'il n'y a pas de difficulté. Je voudrais vous citer un exemple assez malheureux, d'une personne qui était titulaire d'une carte de séjour salariée, qui correspond en l'occurrence c'était dans le domaine, je crois que c'était dans le bâtiment, si mes souvenirs sont exacts, carte de séjour salariée, et son contrat de travail a été modifié. Les horaires de travail ont été modifiés. Ils ont été modifiés en accord avec le salarié et l'entreprise, en tout cas c'est ce qui m'avait été dit, mais ça n'a pas été mis par écrit. Et lorsque la demande de renouvellement du titre de séjour, carte de séjour salarié a été faite, refus de renouvellement de la carte de séjour. Pourquoi refus de renouvellement? Eh bien tout simplement en visant les dispositions du Code du travail qui disent que lorsqu'il y a un changement d'horaire, il faut une convention écrite.
il faut que ça soit écrit. Et si ce n'est pas écrit, c'est un non-respect des dispositions du Code du travail, et par conséquent, si c'est un non-respect des dispositions du Code du travail, c'est un motif de refus de renouvellement de la carte de séjour salarié. Donc voilà, alors, évidemment, c'est très bien qu'on cherche à appliquer les dispositions du Code du travail de façon rigoureuse, mais vous voyez dans quelle mesure vous mesurez à quel point le système est là, en l'occurrence, pas très très souple, parce qu'il suffisait de le régulariser, c'est-à-dire de présenter un contrat de travail avec, qui respecte pour le coup la réglementation, mais c'était trop tard, parce que là, la décision a été prise par le préfet, donc refus de renouvellement, donc ça veut dire refus de titre de séjour, et là je bascule, obligation de quitter le territoire français. Et alors là la personne elle vient vous voir en disant il faut me faire annuler, on ne se débarrasse pas d'une obligation de quitter le territoire français aussi facilement. Donc ensuite, une demande d'autorisation de travail, elle est acceptée ou elle est refusée. Donc si elle est acceptée, pas de difficulté. Alors normalement les délais c'est au bout de 2 mois, s'il n'y a pas de réponse, on peut considérer que c'est un rejet implicite. Bon, je passe sur les possibilités procédurales, quels sont les motifs du refus, etc. Enfin ça, on pourrait développer, je ne vais pas compliquer l'exposé plus que cela. Autre hypothèse, donc les personnes qui sont en situation irrégulière, alors je vous en parle quand même, parce que il y a en effet, comme ça a été indiqué précédemment, il y a des hypothèses où on peut obtenir, alors évidemment la personne en situation irrégulière n'est pas autorisée à travailler, et d'ailleurs là aussi j'ouvre une parenthèse, je vais citer l'exemple précédent de la personne qui bascule, c'est-à-dire à laquelle on oppose un refus de renouvellement du titre de séjour. On est bien d'accord, c'est que dès que la décision par la préfecture est prise, la personne elle bascule en situation irrégulière. Donc on peut toujours dire ah bah oui mais c'est regrettable parce que etc. Non, on bascule véritablement en situation irrégulière. Donc le contrat de travail dans ce cas-là doit être rompu. C'est-à-dire que l'employeur doit tirer les conséquences de ce refus d'autorisation, enfin ce refus, oui, d'être autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français. Et donc, si l'employeur dit non, moi j'ai besoin, parce que ça nous est arrivé aussi, on se retrouve avec un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français, puis l'employeur me dit mais c'est pas possible, moi je veux garder ce salarié. S'il vous plaît, maître, faites quelque chose. Oui, enfin, nous faisons ce que nous pouvons, et de toute façon, la règle essentielle à retenir, c'est que même si l'employeur veut garder la personne n'est plus en situation irrégulière, et par conséquent, l'employeur est en faute. Et donc, il s'expose à des sanctions pénales. Alors, l'employeur n'ira pas en prison, mais enfin, des possibles sanctions financières. Et donc, la préfecture, possiblement, peut écrire à l'employeur en disant attention, il y a un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas conserver cette personne à son poste de travail parce que vous êtes en infraction. Et signalement, article 40 du Code de procédure pénale au procureur de la République qui peut évidemment déclencher des poursuites ou pas. Donc ça, c'est un point de vigilance, et c'est là, effectivement, je suis d'accord pour considérer que le système n'est pas souple, et on peut très vite, très rapidement basculer dans une situation d'irrégularité, alors même que nous étions en situation régulière. Pour les personnes qui sont en situation irrégulière, vous avez schématiquement deux possibilités. Alors je commence par celle qui me pose peut-être sans doute le plus de problèmes. Donc c'est l'article, enfin je vous donne quand même les dispositions de l'article L435-1 du Code des étrangers. C'est ce qu'on appelle, pour les initiés, c'est AES, admission exceptionnelle au séjour. Donc, alors retenez pas forcément le numéro de l'article, mais peut-être AES, admission exceptionnelle au séjour. Donc ça veut dire quoi? Donc c'est admission exceptionnelle. Alors exceptionnelle, je vous renvoie à la définition de l'Académie, du dictionnaire de l'Académie française. Exceptionnelle, c'est pas forcément le sens de rare, même si en pratique ça revient un petit peu à ça. Mais exceptionnelle, c'est plutôt dans le sens où on ne parvient pas, on n'entre dans aucune autre catégorie qui autorise à séjourner sur le territoire français. Par exemple, vous ne remplissez pas les conditions pour avoir un titre de séjour étranger malade. Vous n'êtes pas conjoint français. Vous n'êtes pas parent d'enfants français. Vous n'êtes pas étudiant. Vous n'êtes pas même visiteur, autorisé provisoirement, etc. Vous n'entrez dans aucune catégorie. Vous n'avez pas le statut de réfugié. Vous n'avez pas la protection subsidiaire. Vous n'entrez dans aucune catégorie, sauf éventuellement peut-être admission exceptionnelle, puisque le texte dit simplement considération humanitaire ou motif exceptionnel.
Alors vous allez me dire, les considérations humanitaires, c'est quoi? Et les motifs exceptionnels, c'est quoi? Ben, justement, précisément, c'est difficile à dire ce que c'est, puisque c'est pas défini. Donc là, on a un petit problème en tant que juriste, c'est que ce qui n'est pas défini ben, laisse une très très grande marge de manœuvre, une grande marge d'appréciation à la discrétion de la préfecture. Et vous aviez des indications très précises qui avaient été données par une circulaire, que vous connaissez tous, mais qui date maintenant de 2012 et qui faisait quand même 12 pages. Donc vous aviez 12 pages pour vous expliquer ce qu'il fallait comprendre par circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels, c'est la fameuse circulaire Valls. Mais je vous l'indique, ne notez pas, parce que de toute façon, cette circulaire, elle a été abrogée. Et on s'était gentiment moqué de moi lorsque je disais que, attention, cette circulaire, un jour, elle sera peut-être abrogée, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien l'abroger. On me disait, oui, mais enfin bon, ça fait quand même 12 ans que ça dure, etc. Et cette circulaire, elle a été abrogée, parce que c'est très facile d'abroger une circulaire. Vous êtes dans votre bureau, vous prenez votre papier, vous dites, voilà, j'abroge la circulaire. Il n'y a pas besoin, bien sûr, il n'y a pas de processus législatif juridique, c'est très très simple, c'est à la discrétion du ministre qui a décidé d'abroger, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est la fameuse circulaire Retailleau du 23 janvier 2025, 3 pages. Donc là, c'est un petit peu plus court, c'est plus facile à lire. Et donc, 3 pages, on nous dit, ben, justement, on ne nous dit pas grand-chose, parce qu'on était censé savoir ce qu'il fallait comprendre par considération humanitaire ou motif exceptionnel, et la circulaire nous dit, attention, c'est exceptionnel, donc de sorte que nous ne sommes guère plus avancés, et surtout, ce qui est très très embêtant, c'est que dans la circulaire Valls, il était prévu alors, non pas des règles, parce que si vous voulez, c'est pas du droit, véritablement. C'est plutôt du sous-droit, de l'infra-droit, une circulaire. Mais c'était quand même une indication. Et donc, ça a permis quand même de régulariser beaucoup de personnes. Après 30 000, ce qui va l'exact, 30 000 personnes par an. Et donc, la circulaire, anciennement, celle de 2012, elle disait, les familles qui sont en situation irrégulière, depuis plus de 5 ans sur le territoire français, avec des enfants scolarisés depuis plus de 3 ans. Là, on avait un repère, c'est assez clair. La circulaire Retailleau a dit, non, non, c'est plus 5 ans maintenant, c'est 7 ans. Donc vous voyez, donc à un moment on se disait, ben, c'est pas grave, il faut garder l'espoir, vous êtes là depuis longtemps, et puis après vous pourrez faire une demande de titre de séjour, même si vous êtes en situation irrégulière. Ben oui, enfin, sauf que là maintenant, le délai à l'issue duquel je peux éventuellement faire cette demande de régularisation, ce délai se prolonge, là, il est prolongé de 2 ans. Alors, dans quel cas ces demandes étaient ou peuvent-elles être présentées? Ben, c'est ce que j'ai indiqué. C'est 7 ans, mais c'est un minimum requis, et même si on a les 7 ans de présence en situation irrégulière, même si on ne s'est pas trop mal comporté, même si le cas échéant on a pu travailler alors que ce n'était pas autorisé, ça ne veut pas dire que la préfecture va accepter la demande. Donc c'est une demande de régularisation, et comme c'est en vertu, enfin le texte lui-même, et la circulaire le rappelle, le texte dit que ça n'est qu'une possibilité pour la préfecture. Si vous voulez, le raisonnement juridique, il est complètement différent, par exemple, de parents d'enfants français. Bon, parents d'enfants français, c'est des critères objectifs. Voilà, il y a un enfant qui est français, il est né en France, il y a l'acte de naissance, il y a la nationalité. Bon, là, c'est une appréciation, l'administration fait ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, ce sont des décisions, lorsqu'il y a refus et obligation de quitter le territoire français, très franchement, ce sont des décisions qui sont difficiles à contester, parce qu'on va contester, mais sur la base de quels arguments juridiques? C'est compliqué. Alors, autre possibilité, régularisation, c'est, alors là, c'est pas circonstance exceptionnelle, même si, du point de vue du législateur, ça doit rester peut-être exceptionnel, c'est, vous savez, la régularisation pour les métiers en tension. Donc là, c'est un texte, donc là, c'est pas une circulaire, c'est un texte de loi, l'article 435-4, sauf que j'attire votre attention sur la façon dont est rédigé le texte. Le texte ne dit pas, si vous faites une demande de régularisation parce que vous travaillez dans un métier en tension, alors il y a quelques conditions, il faut au moins, enfin je simplifie, il faut au moins 1 an de bulletin de salaire, donc même si je suis dans ce cas-là, le texte vous dit, l'administration, le préfet, peut délivrer un titre de séjour. Donc quand le texte vous dit peut, c'est pas le préfet délivre, c'est pas le présent de l'indicatif, ce serait une obligation. Le préfet peut, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut, et qu'il n'est absolument pas obligé d'accorder le titre de séjour
alors même que vous pourriez penser que vous remplissez les conditions et que notamment vous êtes là. Alors l'autre condition, c'est résidence ininterrompue depuis au moins 3 ans. Donc, vous pourriez dire, bah oui, moi je suis là depuis plus de 3 ans, je travaille, j'ai des bulletins de salaire plus d'un an, métier, je suis dans un métier en tension, et donc je demande à être régularisé. Bien sûr, c'est une possibilité, vous avez le droit de le faire, mais en aucune façon vous n'avez la certitude d'obtenir une réponse favorable, parce que la préfecture peut très bien dire, mais oui, d'accord, très bien, vous remplissez ces critères, mais moi je considère que c'est pas suffisant, je considère que 3 ans c'est pas assez, j'ai pas d'indication sur votre niveau de français, je sais pas trop, etc. Bref, je ne veux pas, donc je refuse. Et là encore, ce sera une décision assez difficile. Alors pour l'instant, pas beaucoup de contentieux là-dessus, mais ça va venir. Ça va être difficile à contester, parce que si, encore une fois, c'est soumis à, en quelque sorte, je ne vais pas dire l'arbitraire, mais ça revient un peu à ça, en tout cas à la discrétion de la préfecture, d'un point de vue juridique, c'est quand même assez difficile à contester. Voilà, j'ai presque terminé mes 30 minutes. Enfin, j'ai pour ça pas d'avance. Si vous voulez, avant de passer aux questions. Donc voilà ce que. Alors, peut-être pour conclure, une remarque d'ordre un petit peu plus général, mais un constat que je fais en pratique. Peut-être que j'aurais pu aussi commencer par ça, mais je voudrais tordre le cou à une idée reçue selon laquelle on dit souvent le droit des étrangers, c'est très compliqué. Et bon, enfin, peut-être que j'aurai l'occasion de discuter avec vous, mais ce que je voudrais dire, c'est que non, c'est pas tellement le droit des étrangers qui est compliqué. Parce que, vous savez, une fois qu'on a rappelé une définition, on a vu ce que c'était que l'asile, on a exposé ce que c'était que le statut de réfugié. Le statut de réfugié, c'est pas souvent comme on l'entend dans les médias, c'est véritablement un statut, donc il y a des critères. Donc ça, on vous l'a dit, il y a des catégories. Donc ça, en soi, c'est pas forcément très compliqué. Ce qui est plus compliqué, bien sûr, c'est l'application des règles à des situations particulières, et ce qui est parfois compliqué, ce sont ces procédures. Donc c'est la mise en œuvre et les procédures mises en place, l'accès aux plateformes numériques, les renouvellements, les conditions, etc. Bon, ça c'est pas forcément très très souple, et les rigidités, elles sont plutôt de ce côté-là, plus que dans la complexité des mesures au fond. Voilà. Grand merci. La pertinence de votre intervention. On a 15 minutes pour des questions. Donc vous avez des micros à vos places. Si vous avez des questions, il suffit d'appuyer sur le bouton pour allumer et de rappuyer pour éteindre. Donc la parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Moi je suis Caroline Renaud, responsable d'une ETTI, Agence de travail temporaire d'insertion. Une grosse partie de notre public détient des titres de séjour. Et là, j'ai une question de cas concret qui nous est arrivée ce mois-ci. Attention, j'ai préparé. On a un de nos salariés donc, qui a un titre de séjour qui vient de Guinée. Un salarié qui est en poste, qui est aide-plombier, ça se passe très bien. Son titre de séjour s'est arrêté le samedi 8 mars. Son rendez-vous à la préfecture était le lundi 17 mars. La question est, qu'est-ce qu'on fait de cette personne pendant cette semaine? Est-ce que, vu qu'il a un rendez-vous en préfecture le 17, il peut travailler? Bon, on ne l'a pas fait travailler, je pense. Le 17, il a eu son rendez-vous et il a eu un document comme quoi son titre était renouvelé, qu'il était en attente en fait de recevoir sa carte. Est-ce qu'à partir du 17 mars, je dois refaire une demande à la préfecture, attendre ces 48 heures de délai pour le refaire travailler? Vous voyez, c'est là où des fois, nous, employeurs, on est un petit peu perdus. Le monsieur me dit, mais non, mais moi, avant, je donnais le papier, on me refaisait travailler. Moi, Caroline, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé mon service juridique qui me dit, bah, écoutez, on ne sait pas. Donc, on a préféré attendre les 48 heures. Donc, il a commencé, du coup, hier à 14 heures, pour être sûr. Il fallait que j'envoie un mail à la préfecture en stipulant qu'il y avait bien un renouvellement de contrat. Donc des fois, on est un petit peu perdu sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Nos salariés sont aussi perdus parce que ça change régulièrement. Là, par exemple, dans ce cas concret, est-ce qu'on a bien fait d'attendre les 48 heures? Pendant sa semaine, est-ce qu'il était en séjour irrégulier ou pas? Voilà. Oui, effectivement, il y a un délai, je vais dire un délai de carence là, pendant ces 8 jours, et donc il est reparti, mais il est ressorti de son rendez-vous de la préfecture avec quoi? Avec un récépissé? Un récépissé, mais en fonction des rendez-vous, c'est pas forcément le même récépissé, c'est un récépissé qui lui dit que son titre est en cours de fabrication. Mais qui l'autorise à travailler? C'est pas stipulé.
C'est pas marqué dessus? Non, mais je vous crois. Je vous crois sur parole. Bon, Donc en fait, en tant qu'employeur, on veut bien faire. Oui. Là, ça le précarise parce qu'il est en emploi. Le client me dit, bah attendez, Caroline, c'est un super élément. Il a son rendez-vous, on peut. Moi, le raisonnement que je ferais, si vous voulez, c'est que c'est un renouvellement au cadre de séjour salarié, on est d'accord? Et donc, s'il y a alors, le récépissé, mais attention, parce que le récépissé, est-ce que ça veut dire que lui a dit la préfecture? Est-ce qu'il y a une aide de la préfecture qui dit on accepte le renouvellement? Ou est-ce que c'est toujours en cours d'instruction? Je suis en train d'ouvrir le petit récépissé de demande de carte de séjour. Oui. À la demande, donc à la demande du renouvellement, titre de séjour dont la validité expirait donc du coup le 10 mars. La préfecture, est-ce que c'est scanné? Donc valide ce renouvellement accompagné du titre en fait. Et on a un petit document où c'est marqué en dessous valable jusqu'au 16 septembre. Alors, attendez, je comprends pas, parce que valide le document qui l'accompagne, je ne comprends pas bien. Ben, alors, c'est que c'est. Je vois pas très bien. On a un document qui ressemble à un récépissé de demande de carte. Oui, facile, oui, je Voilà. devine, oui. Sur ce document, c'est pas noté qu'il a le droit de travailler. En fait, ça nous dit que ce document il est valable seulement s'il est accompagné du titre. Oui. Donc on se dit que si sur le titre c'est marqué autorisé à travailler, avec ce document ça veut dire que ça l'autorise à travailler. Oui, mais le titre de séjour, là, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez plus. Alors, l'ancien titre, on Mais l'a. c'est ça. Il a la validité à expirer. Donc je ne suis pas sûr que le récépissé est autorisé à travailler. Parce que là, vous n'avez pas la réponse de la préfecture. Ah si, on a eu la réponse du coup mardi après-midi comme quoi il était autorisé à travailler. Mais vous avez la réponse comment? Par mail. Vous savez, automatiquement on a des logiciels qui envoient des. Mais ma question c'est, est-ce qu'il faut vraiment envoyer cette demande à chaque fois? Parce que du coup on a dû arrêter le contrat, même en ayant ce document. Non, mais je pense que vous avez bien fait. Et puis là, vous avez l'assurance. Ah oui, on a la réponse à la Vous avez la réponse de la préfecture, donc il n'y a pas de souci. Parce que sinon, moi, j'aurais été effectivement un peu plus inquiet. Donc j'aurais tendance à dire, mais attention, ça n'est qu'un récépissé. Alors, il y a des récépissés qui autorisent à travailler, mais pas tous. Si celui-là n'autorise pas à travailler, alors après, ça peut se discuter, est-ce que c'est vraiment légal ou pas, mais enfin, bref, peu importe, c'est que la mention n'y figure pas. Donc, moi, j'ai plus de titre de séjour qui m'autorise à travailler, parce que j'ai une période où, voilà, où je suis dans le flou, dans le vide, et là, j'ai un récépissé, mais je ne suis pas sûr qu'il m'autorise à travailler. Donc, je pense que vous avez bien fait. Là, vous avez la garantie, en quelque sorte, de la part de la préfecture. Est-ce qu'il existe un guide où on a toutes les photos de tous les récépissés possibles, tous les documents de la préfecture, parce que la préfecture n'est pas joignable, et je l'entends parce qu'ils sont débordés, Oui. qui vraiment nous valide en fait les démarches que nous on peut faire. Et on se dit, alors attends, t'as tel titre, tel renouvellement, ok, on doit faire telle démarche. Alors non, mais alors ça, effectivement, ça pourrait. Alors peut-être que ça existe, hein, un guide, ça serait une idée d'ailleurs, oui, peut-être vous donner des idées là. Oui, non, ça serait intéressant. Mais sinon, mais là vous avez pas eu la réponse de la préfecture assez rapidement. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je veux dire, pour éviter du stress, autant pour nous, pour le salarié, et pour l'entreprise qui, elle, ne comprend pas, hein, comme vous disiez, on a des besoins, on a un salarié, il est ici, on a tous les papiers, mais on ne peut pas. Il faut réattendre 48 heures. Donc si on peut avoir un document qui stipule tous ces documents que moi je ne comprends pas forcément. Oui, mais là en l'occurrence, vous avez bien compris qu'il y avait un problème sur le récépissé. Donc je pense que. Il y a des problèmes, c'est bon. Voilà, ça, vous avez quand même réussi à régler le problème, vous l'avez réglé Mais donc il faut bien redemander à chaque fois la très rapidement. Oui. Et là, vous savez, alors moi, quand j'interroge la préfecture, alors je vais pas me lancer des fleurs, mais enfin, en général, quand je leur écris, ils me répondent. Donc là, c'est quand même bien qu'ils vous aient répondu très très rapidement. Par mail, oui, c'est effectivement le moyen finalement le plus efficace de les interroger. Ok, merci à vous. Est-ce qu'on a une autre question? Merci. Rebonjour. Ma question est la suivante par rapport à votre intervention tout à l'heure où vous disiez, dans le cadre d'un non-renouvellement de titre de séjour, si la personne est en CDI, est-ce que le contrat s'arrête de fait, son CDI, ou est-ce qu'il y a une démarche administrative à faire, telle qu'un licenciement par exemple? Et auquel cas on a du préavis et on est hors réglementation.
Alors, attendez, excusez-moi, donc vous êtes en CDI, vous avez un CDI. La personne, donc primo-arrivante, est Oui. en CDI, elle a un titre de séjour Oui. de 10 ans, par exemple. Donc, on est en CDI, le renouvellement, la date de renouvellement arrive, Oui. et là, il n'est pas renouvelé, pour une raison de décision de préfecture. Est-ce que l'entreprise doit faire une procédure de licenciement, Oui. ou est-ce que, de fait, le contrat s'arrête puisque la législation n'autorise plus le salarié à travailler en France? Vous êtes dans le cas où le licenciement sera forcément considéré comme une cause réelle et sérieuse. Donc D'accord, moi, donc je ne suis pas un spécialiste du droit du travail, mais procédure de licenciement, il faut que l'employeur tire les conséquences de cette... c'est une rupture. Voilà, c'est un motif de rupture. Donc on ne pourra pas vous reprocher... Alors je ne suis pas sûr, il me semble que la Cour de cassation indique que la convocation, vous savez, la procédure de licenciement n'est pas forcément... Mais moi je vous incite à faire une procédure dans ces... Enfin je vous incite. Il faut, le droit semble dire qu'il est préférable de procéder par une procédure de licenciement. Mais sans qu'on puisse reprocher quoi que ce soit à l'employeur, puisque vous ne faites que tirer les conséquences d'une rupture du contrat de travail. Enfin, c'est un motif parfaitement justifié de la rupture du contrat de travail, qui ne vous est absolument pas imputable. On peut rien reprocher à l'employeur. Ce qu'on pourrait reprocher en revanche à l'employeur, c'est de vouloir à tout prix continuer le possible contrat de travail. Alors, je voudrais vous rassurer aussi, ça ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement des poursuites, mais c'est quand même un risque. Enfin, je n'ai pas évoqué les sanctions, mais bon, elles sont quand même assez lourdes. Elles ont été d'ailleurs renforcées, les sanctions pénales. Donc, non, procédure, pour moi, procédure de licenciement. Ouais. Merci. Est-ce qu'une autre personne souhaite poser une question? Pardon. Bonjour à tous. Quel est le délai moyen pour un collaborateur qui serait en CDI, qui aurait un titre de séjour à renouveler? Et 3 mois de renouvellement, combien de temps il doit s'y prendre à peu près avant la fin de son titre? Alors oui, effectivement, il ne faut pas... 3 mois, oui, enfin, c'est ça. Vous dites 3 mois, mais c'est effectivement le délai qui est prévu. Donc si vous le faites trop tard, ça sera trop tard, mais il ne faut pas le faire trop tôt non plus, parce que ça risque de ne pas passer par la plateforme, parce que vous allez faire la demande de renouvellement par la plateforme numérique. Donc c'est bien de s'y prendre. Alors vous me dites 3 mois, effectivement c'est le délai, mais il faut peut-être un petit peu anticiper en regardant les pièces qui sont nécessaires, télécharger la liste des pièces, et puis s'y prendre effectivement 4 mois, ça paraît déjà raisonnable. Mais le problème, c'est que la machine risque, c'est le problème de la plateforme numérique, si vous le faites trop tôt, ça risque de pas marcher, et puis si vous le faites trop tard, là c'est quand même ça très embêtant, parce que ça pourrait marcher, mais en définitive, vous auriez un refus. Il pourrait y avoir un refus de renouvellement pour ce motif-là. Et en tout cas, même si vous n'aviez pas le refus de renouvellement pour ce motif-là, vous risquez de vous retrouver avec la situation dont on parlait. C'est-à-dire le titre de séjour arrive à expiration sans que vous n'ayez quoi que ce soit. Voilà. Parce que vous pourriez avoir une attestation de prolongation d'instruction, c'est la machine qui édite le document, mais alors est-ce que cette attestation vous autorise à travailler? Voilà, on va se retrouver confronté au même problème que celui qui a été évoqué précédemment. Ouais. Donc c'est effectivement la priorité à l'anticipation, à la nécessité d'anticiper les demandes de renouvellement. Est-ce qu'une autre personne souhaite intervenir? Oui, moi j'avais une question aussi sur on vérifie systématiquement les titres de séjour auprès de la préfecture. Bien sûr, on ne vérifie pas quand il y a des titres européens, des cartes d'identité par exemple européennes. On a beaucoup de personnes, de temps en temps, des personnes qui sont primo arrivantes et qui ont une pièce d'identité par exemple espagnole, c'est son cas. Pas de vérification de fait. Par contre, après, la vérification, est-ce que le titre est vrai, pareil, comment est-ce que c'est obtenu? On a toujours un petit flou sur. Alors, pardonnez-moi, quand vous dites vérification, vous parlez d'un titre de séjour ou d'une carte d'identité? On va avoir des personnes qui ont une pièce d'identité espagnole, donc européenne. Mais après, c'est vrai que les conditions d'obtention, comment ça fonctionne? Est-ce que on peut y aller sereinement, comme n'importe quel citoyen européen ou pas? C'est une vraie question. Oui, mais effectivement, vous, a priori, vous n'êtes pas en charge de vérifier la légalité des pièces d'identité. Parce que la procédure dont je parlais, ça concernait les titres de séjour. Le titre de séjour délivré en France.
Donc là, c'est carte d'identité espagnole, c'est pas votre mission et ce n'est pas à vous de vérifier l'authenticité de la carte d'identité espagnole. Et donc, concrètement, ça veut dire que si apparaissait un problème ultérieurement, s'il s'avérait que le document était un faux d'identité, je ne vois pas trop comment on pourrait vous le reprocher. Je ne vois pas trop comment on pourrait vous reprocher d'avoir embauché quelqu'un avec une fausse carte d'identité. Alors, des fois, quand on a un doute, de toute façon, on ne l'a pas, mais c'est vrai que c'est une question. Parce que c'est quand même compliqué de vérifier l'authenticité d'un document étranger. Enfin, même si c'est l'Espagne. Hein. C'est ça. On avait une question juste ici. J'ai un doute concernant les changements de situation personnelle, si j'ai bien compris, notamment sur un divorce où celui-ci pourrait engendrer des conséquences sur l'autorisation de rester sur le territoire et de travailler par conséquent. En tant qu'employeur, c'est quelque chose qui fait partie de la vie privée. Où s'arrête le droit par rapport à cette situation qui est spécifique et qui est peut-être plus cachée ou qui est délicate en fait à traiter par rapport à ce maintien ou pas dans la légalité? Effectivement, ça suppose qu'il y ait un rapport de confiance, un degré de confiance assez élevé entre l'employeur et le salarié, parce qu'il faut quand même que vous ayez une vision assez complète de la situation de la personne, y compris sur le plan administratif. Et donc, alors je rebondir sur un exemple qui s'apparente au vôtre. C'est une mésaventure qui est arrivée à un employeur où le salarié lui dit non, il n'y a pas de problème, j'ai une autorisation provisoire de séjour. Très bien, tu es autorisé à travailler. Et la personne, le salarié en question, dit il n'y a pas de problème, ce sera renouvelé. Sauf que l'autorisation provisoire de séjour n'a pas été renouvelée. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu de discussion d'échange sur la situation, la véritable situation, alors administrative, mais pas seulement, personnelle et voire privée, pas suffisamment d'échange sur la véritable situation de la personne, et peut-être que si cet examen-là avait été fait, on aurait su que, l'employeur aurait su que le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour n'était absolument pas acquis, et donc il y avait un risque, et donc il fallait pas l'embaucher, en tout cas pas tout de suite. C'était se tirer une balle dans le pied. Donc là, je suis d'accord avec vous, question concernant la vie privée, mais ça me paraît... la situation administrative de la personne, elle repose aussi sur ces éléments-là. Ce sont même parfois des éléments déterminants. Donc, il faut peut-être quand même accepter que vous ayez des informations sur la vie personnelle du salarié. Enfin, bon, je sais bien qu'il vous ne pouvez pas être intrusif, mais c'est un ensemble, si vous voulez. Voilà. Et je pense aux conjoints français, bon, évidemment, c'est un petit peu délicat. De dire aux salariés, est-ce que vous êtes sûr que votre titre de séjour conjoint français va être renouvelé? Ça, je suis d'accord, c'est un peu délicat. Mais là, le droit ne dit rien de spécifique. Enfin, ça concerne simplement les relations entre l'employeur et son salarié. Alors, peut-être une dernière question rapidement avant de passer à la suite. Pour rebondir sur votre question, monsieur, je me posais la question sur la bonne pratique, même pour un ressortissant de l'Union européenne. Si mes souvenirs sont bons, vous disiez que dans tous les cas, la personne doit avoir un visa. C'est-à-dire que ce que l'employeur doit vérifier, c'est si, auprès de la préfecture, c'est s'il y a un visa en cours. C'est-à-dire que l'employeur ne vérifie pas l'authenticité de la pièce d'identité au moment de l'embauche, mais plutôt le visa associé en fait. Là, on parle des ressortissants États de l'Union européenne, là. Oui, non, mais votre question, c'est ça. C'était pas, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, d'accord. Donc la subtilité, c'est qu'effectivement, on va avoir des personnes qui viennent parfois du Maghreb ou du pays, qui, dans leur participation, se retrouvent sans doute à passer par les stages, s'obtiennent, je ne sais pas comment, la nationalité espagnole. Oui. Et donc, normalement, c'est pas présenter un visa parce qu'elles sont bien acteurs européens. Oui. C'est ça. Donc, non, vous, en tant qu'employeur, vous n'avez rien. Enfin, la seule vérification à faire, c'est de s'assurer que c'est bien une carte d'identité et que ce n'est pas un titre de séjour. Parce qu'il y a souvent aussi la confusion qui est faite
Personne ne dit, ah, j'ai un titre de séjour espagnol, non, un titre de séjour espagnol, vous avez le droit de rester 3 mois sur le territoire, mais c'est tout. Mais vous avez le droit de circuler, mais pas de rester. Donc vous n'avez pas le droit au séjour, et donc certainement pas le droit de travailler. Donc le titre de séjour espagnol, j'allais dire, ne vaut pas grand-chose, si je puis m'exprimer ainsi. Donc la seule chose que vous avez à vérifier, c'est qu'il s'agit bien d'une carte d'identité. Et si c'est une carte d'identité espagnole ou italienne, il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez recruter sans problème. Et on ne vous oblige pas, on ne vous astreint pas à quelque vérification que ce soit. Puisque ce sont des vérifications, mais qui ne sont pas du tout de votre ressort. Merci, oui, j'avais pas non. bien saisi. Et j'avais juste une dernière question. Vous parliez tout à l'heure de l'embauche d'une personne en situation irrégulière qui, du coup, au bout d'un an de contrat, peut faire la demande de régularisation, enfin de titre de séjour, enfin d'asile. Ma question, c'est plutôt côté employeur. De quelle manière un employeur peut embaucher une personne en situation irrégulière? C'est-à-dire que quand l'employé va faire la demande d'asile, il va dire, voilà, moi je travaille dans telle entreprise depuis 1 an, voici mes bulletins de salaire. Est-ce que l'employeur peut être toqué derrière, en fait, d'avoir embauché une personne en situation irrégulière? C'est le salarié qui fait la demande. Oui. Donc c'est bien une demande de titre de séjour. Alors on peut appeler ça comme l'on veut, mais c'est une demande de régularisation ou la fameuse admission exceptionnelle au séjour, l'AES. Donc c'est le salarié qui présente la demande. L'employeur, lui, simplement pour les formulaires AES dont je vous ai parlé, il faut simplement rajouter, je crois que c'est toujours le cas, même si c'est pas obligatoire, mais bon, enfin en pratique c'est ce qui est fait, il remplit un formulaire, il y a un CERFA à remplir par l'employeur, bon. Mais c'est tout ce qu'a à faire l'employeur. Sinon c'est le salarié qui présente la demande. Et donc votre question c'était... Le fait que le salarié fasse la demande et prouve que depuis 1 an il travaille dans cette entreprise-là, oui, en situation irrégulière, oui. Est-ce que ça peut être préjudiciable pour l'entreprise? Oui, ça suppose... alors, ça suppose, j'allais dire, nécessairement, même si dans le dernier texte qui a été voté là, sur la régularisation pour les métiers en tension, le gouvernement a fait des annonces en disant il n'y a pas besoin d'avoir l'accord de l'employeur, enfin, en tout cas ça peut se faire sans l'employeur, ce qui juridiquement, d'un point de vue juridique, est vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas l'employeur qui fait la demande, mais il n'empêche que vous avez raison. De fait, vous allez révéler à la préfecture une situation d'illégalité. Voilà. Bon, alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en effet, l'employeur s'expose à ce risque, mais en pratique, vous savez, j'ai quand même assez peu d'exemples où les employeurs aient été, pourchassés, en tout cas poursuivis sur le plan pénal à la suite d'une demande de régularisation. Et bon, mais vous avez raison, sur le plan juridique, c'est un risque. L'employeur est en tort, il s'est mis en tort, puisqu'il a recruté une personne qui n'était pas autorisée à travailler, qui n'avait pas de titre de séjour, et il révèle à la préfecture. Mais bon, la préfecture ne va pas faire, vous savez, des dénonciations, l'article 40 du Code de procédure pénale, elle ne va pas en faire systématiquement au procureur, et de toute façon, les procureurs ont suffisamment de travail pour s'intéresser à ce type de situation. Mais vous avez raison, c'est un risque, et donc il faut que l'employeur soit, même si ce n'est pas l'employeur qui fait la demande, on est d'accord, il faut que l'employeur soit complètement d'accord avec ça, cette méthode. Merci pour ces échanges passionnants.